il est de retour à la Maison-Blanche et il a un plan pour l'Ukraine. Before I even arrive at the Oval Office, I will have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. Le cap des 1000 jours de guerre a été franchi pour l'Ukraine et, à l'heure où on se parle, la Russie est en position de force et gagne lentement du terrain, mais Donald Trump a promis de résoudre le conflit en 24 heures, ce qui, évidemment, n'est pas réalisable. Mais il ne faudrait pas que le ton un peu provoquant de cette promesse occulte le changement complet de stratégie sur l'Ukraine qui pourrait vraiment s'opérer une fois que Donald Trump sera de retour aux affaires en janvier. Parce que le futur président républicain a une vision bien à lui du monde et du rôle que doivent jouer les États-Unis dans ce monde. Mais d'abord, que dit-il vraiment sur la guerre en Ukraine ? Quelques citations. I guess the thing that bothers me most, it would have never happened if I were president. I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done. All right. Negotiate a deal because we have to stop all of these human lives from being destroyed. Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. Donald Trump souscrit complètement à l'idée que cette guerre a été longue, a été meurtrière, mais surtout particulièrement coûteuse. I think Zelensky's the greatest salesman in history. Every time he comes into the country, he walks away with $60 billion. Billion! Son fils a adressé le 10 novembre un message pour le moins direct à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. « Tu es à 38 jours de perdre ton argent de poche ». Quant à son colistier, J.D. Vance, voilà ce qu'il admettait encore en 2022 lorsqu'il était en campagne pour être sénateur de l'Ohio. I gotta be honest with you, I don't really care what happens to Ukraine one way or another. J.D. Vance, c'était aussi l'une des principales figures républicaines à s'opposer au renouvellement des 60 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine proposé par l'administration Biden. C'est vraiment l'archétype de cette nouvelle génération trumpiste qui ne veut surtout pas jouer les gendarmes du monde. Alors dans cet environnement peu favorable à première vue aux intérêts ukrainiens, à quoi pourrait bien ressembler ce plan proposé par le futur président républicain ? Il y a d'abord la méthode Trump, c'est-à-dire la relation personnelle. As president-elect, if I win this election, the first thing I'm going to do is call up Zelensky and call up President Putin, and I'm going to say, you gotta make a deal. This is crazy. On a demandé à Michel Duclos de nous éclaircir sur la stratégie Trump. C'est un ancien ambassadeur, notamment en Syrie, et il est désormais conseiller spécial pour l'Institut Montaigne. Beaucoup d'hommes politiques, de dirigeants, ont cette illusion des relations personnelles. Alors c'est une illusion jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que nul ne peut nier que le contact personnel joue un rôle, bien sûr. Mais jusqu'à quel point ? Pour Poutine, c'est un élément pas négligeable. Poutine, vous savez, a longtemps été au KGB, mais surtout il était recruteur au KGB. Et c'est un adepte du profil psychologique de ses interlocuteurs. Je ne doute pas qu'il ait un lourd dossier sur Trump, et que de même que quand on voit les présidents français, il n'a pas traité Macron de la même manière qu'il avait traité Sarkozy, il va adapter sa tactique en fonction du profil psychologique de Trump. Et je dois dire que ça, c'est pas particulièrement rassurant. Et sur le fond maintenant de ce plan de paix, J.D. Vance en a détaillé quelques points dans une interview récente. C'était un peu avant la présidentielle américaine. And what it probably looks like is something like the current line of demarcation between Russia and Ukraine. That becomes like a demilitarized zone. It's heavily fortified so the Russians don't invade again. Ukraine remains its independent sovereignty. Russia gets the guarantee of neutrality from Ukraine. It doesn't join NATO. It doesn't join, some of these sort of allied institutions. And I think that's ultimately what this looks like. On résume en carte la solution clé en main de J.D. Vance. Une zone démilitarisée autour de la ligne de front actuelle, un renforcement militaire côté occidental pour empêcher une nouvelle invasion et l'assurance pour la Russie que l'Ukraine conserve sa neutralité, une demande de longue date de Vladimir Poutine. Je crois que M. Vance ne connaît vraiment pas l'histoire de l'Europe. Si l'Ukraine est neutre, est neutralisée, à ce moment-là, l'Ukraine sera évidemment la proie de la Russie. Elle tombera comme un fruit mûr dans les mois ou les années qui viennent. Et par conséquent, si l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, il faut trouver un substitut. Et je fais partie des gens qui ont commencé à y réfléchir.
Ça passe probablement par ce que nous détestons, c'est-à-dire un déploiement de troupes européennes, puisque les Américains ne le feront pas, de troupes européennes sur le territoire ukrainien. Après 1000 jours de guerre, l'armée ukrainienne est épuisée, manque de munitions et subit les assauts quotidiens de l'artillerie russe. Mais ces derniers jours, beaucoup ont noté un changement de ton chez Volodymyr Zelensky. Lui qui, il y a quelques mois, répétait sa volonté de reconquérir toute l'Ukraine, la Crimée y comprise, laisse entendre maintenant qu'il serait ouvert à des solutions négociées. Думаю, що Путін не хоче миру зовсім, але це не значить, що він не хоче сідати з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. А з нашого боку ми повинні зробити все, щоб у наступному році ця війна закінчилась дипломатичними шляхами. La perte des territoires occupés au profit de la Russie, c'est un tabou qui est en train de céder et qu'une administration Trump pourrait bien faire voler en éclats. Any deal, even the worst deal, would have been better than what we have right now. Un cas de figure que les Ukrainiens ont bien en tête pour 2025, une année qui pourrait être celle de la négociation résignée pour Volodymyr Zelensky. Je pense que les Ukrainiens en sont plus ou moins conscients depuis l'année dernière, depuis l'échec de leur offensive. Ce à quoi on peut s'attendre, c'est que les Ukrainiens ne reconnaîtront jamais de jure la perte de leur territoire, mais que de facto, il est à craindre qu'ils doivent l'accepter. La guerre en Ukraine, on vous la raconte depuis bientôt 3 ans à l'Express. Abonnez-vous pour continuer à y voir plus clair.